faut que j'arrête de faire des trucs comme ça, je suis pas du tout sérieux. Bonjour à tous. La table ronde, l'importance de la sensibilisation des collaborateurs et collaboratrices aux enjeux climatiques va bientôt commencer. Je vous remercie de vous asseoir, de couper vos téléphones. Et Fanny, quand tu veux, je te laisse lancer cette table ronde. Merci beaucoup Pierre, merci aux organisateurs de ce festival. On est tous ravis de pouvoir se rassembler en présentiel pour une des premières fois depuis bien trop longtemps. Donc merci de nous offrir cette occasion. Et bien sûr, merci à vous tous d'être présents avec nous aujourd'hui. On va discuter là tous ensemble pendant une petite heure, une heure et quart, toujours sur le rôle de sensibiliser chaque partie prenante au défi des dérèglements climatiques. Donc, on entend beaucoup parler de responsabilité sociale des entreprises et des organisations, raison d'être, entreprise à mission, dialogue avec les parties prenantes. Donc, autant de notions qui soulignent l'importance des acteurs économiques dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Pour aller plus loin, même Jean-Marc Jancovici nous disait ce matin qu'au-delà d'être importants, ils sont même essentiels. Nous rappelons que l'économie, c'est bien sûr le nerf de la guerre dans ces transitions qu'on veut plutôt urgentes que dans la durée. Donc ça impose beaucoup de défis, d'interrogations, de challenges qui s'imposent aux CEO, aux managers, aux directeurs et directrices. Mais se pose la question de si ces transformations-là passaient aussi par l'ensemble des collaborateurs, par l'ensemble des départements de l'entreprise, en partant de la comptabilité, en allant vers les achats, la logistique, jusqu'à la com. Donc pour engager un petit peu ces questions-là, il est important de rappeler un petit peu des éléments de contexte. Donc j'ai fait un peu mes devoirs et j'ai appris récemment, donc il y avait selon un sondage d'OpinionWay, donc il y a un cabinet de sondage que beaucoup connaissent déjà, donc réalisé en 2021, 83% des salariés français considèrent qu'il est important pour eux que leur entreprise partage les mêmes valeurs qu'eux. Donc ceci étant dit, c'est vachement bien, ça impose beaucoup de défis et de réflexions, mais la surprise, c'est que la question environnementale n'intervient qu'en 4e position dans les importances pour les collaborateurs, après l'esprit d'équipe, la solidarité et l'égalité femmes-hommes. Donc bien sûr des enjeux importants, mais comment faire dans ce cas pour que l'environnement remonte un petit peu dans le top 3 et donc quelle est l'importance de sensibiliser les collaborateurs et les collaboratrices au sein de l'entreprise. Donc on est entouré d'experts avec des parcours inspirants et variés pour approfondir et poser un petit peu le décor. Donc je suis ravie d'accueillir avec moi tout de suite sur ma gauche Fabrice Bonifay. Bourgeois Fabrice, vous êtes directeur développement durable, je raccourcis un petit peu, mais pas que, pour Bouygues Télécom, qui n'est pas à présenter. Pour le groupe Bouygues. Faut pas trop raccourcir, parce que ça n'a pas les mêmes implications, évidemment. Et vous êtes également le président du collège des directeurs du développement durable, le C3D. Vous nous en direz quelques mots avec plaisir. Nous avons également, juste en face de moi, Hélène Etchanchu. Vous êtes professeur associé et responsable de la chaire COAST, qui signifie Communication and Organizing for Sustainability Transformation, à la Montpellier Business School. Merci beaucoup d'être avec nous à Paris aujourd'hui pour nous parler de vos travaux que vous conduisez sur les enjeux de la mobilisation. Je suis ravie aussi également, bien sûr, d'avoir un acteur moteur de la fresque du climat avec Frédéric Julie. Donc, tu es un des membres fondateurs de la fresque du climat et tu es aussi CEO fondateur d'un cabinet qui s'appelle Caristéo. Tu nous raconteras un petit peu quel est l'objet de ce cabinet et comment tu en es arrivé à le développer. Et pour finir, on est ravis d'avoir avec nous Karine Deboissezon. Vous êtes directrice du développement durable du groupe EDF et vous aurez aussi beaucoup d'apports à partager avec nous aujourd'hui sur ces enjeux de mobilisation.
Donc, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et je vais, bien sûr, je vous invite à intervenir et à vous répondre les uns les autres. Donc, la première question qui nous brûle les lèvres, c'est celle de pourquoi, du point de vue de l'entreprise, donc vraiment d'un point de vue corporate, si on peut dire ça, il est important de mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Fabrice, je me tourne vers vous. Dans un premier temps, je veux bien que vous nous décliniez un petit peu votre carte d'identité et ce qu'implique cette casquette de président du C3D et en quoi comment ça a alimenté, quelle est votre perception de cette question de l'importance de la sensibilisation des collaborateurs sur les enjeux des dérèglements climatiques. Alors, je crois que ça a dû être dit plusieurs fois, mais la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Et pour comprendre, il faut passer un petit peu de temps, parce que c'est très complexe, hein, le sujet dont on parle, vous le savez ici dans cette salle. Et Jean-Pascal Van Diepersel, un climatologue célèbre que certains connaissent ici, dit il faut 10 secondes pour sortir une connerie sur le changement climatique, mais il faut 1 heure, 1 heure et demie pour ensuite décrypter pourquoi c'était une connerie. Donc c'est très bien que la fresque du climat a permis donc d'expliquer le complexe de façon ludique. Et c'est l'outil qu'on attendait en fait pour être le premier levier d'un vaste mouvement de sensibilisation de l'ensemble des acteurs, sachant que ça ne suffit pas de faire la fresque, mais c'est déjà une bonne entrée en matière. Donc, mais le plus important de tout, avant de sensibiliser les collaborateurs, c'est, comme je le dis souvent, l'escalier ça se balaye par le haut. Donc il faut sensibiliser surtout la direction, parce que si vous avez des collaborateurs sensibilisés, formés, mais que la DG n'a rien compris, il ne se passera pas grand-chose. En fait, on fera que des générations de frustrés, des gens qui disent voilà, nous on a compris, puis au-dessus ils n'ont pas compris, on ne fait rien. Donc il faut vraiment sensibiliser surtout la DG avant, et ça c'est pas facile, parce qu'ils n'ont pas toujours la bande passante, parce qu'ils n'ont pas eu dans leur éducation il y a longtemps les fondamentaux, pas plus que les jeunes d'ailleurs, mais enfin eux ça remonte encore plus longtemps. Et il faut surtout commencer par la direction générale ou au moins par les managers. Ça me paraît essentiel pour éviter ce phénomène de dire voilà, j'ai compris, mais il ne se passe rien. Donc à partir de là, il y a plusieurs outils qui sont à nos dispositions. Donc la fresque c'en est un. Mais il y a un autre outil encore plus efficace que la fresque, si j'ose dire, c'est de leur parler de business. Voilà, de dire voilà, comment on peut faire du business autrement. Et moi, l'une des techniques que j'utilise, c'est d'abord leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre aux managers. Donc on va gagner de l'argent, ne vous inquiétez pas, mais en essayant de travailler sur nos externalités négatives, à commencer par le CO2. Et il y a moyen de faire du business autrement en émettant moins de CO2. À partir de là, il faut tout changer. Il faut changer la raison d'être de l'entreprise, il faut changer le modèle d'affaires, parce que tout est une question de modèle d'affaires. Il faut changer la façon dont on mesure la valeur. Il faut changer aussi les relations qu'on a avec la supply chain. Et il faut surtout changer le discours qu'on a vis-à-vis des clients, parce qu'on ne va pas leur vendre la même chose. Et donc ça requiert en fait une mise en mouvement de l'ensemble des départements de l'entreprise. Ce n'est pas le développement durable tout seul qui va pouvoir faire tout ça. C'est de mettre en tension en fait l'ensemble des fonctions clés de l'entreprise pour arriver à mettre en place cette grande transformation qui va être nécessaire dans un horizon temporel extrêmement court maintenant, ce qui nous reste vraiment que quelques années, pour aligner toutes ces planètes-là. Donc nous, on décline chez Bouygues le concept de l'entreprise contributive. J'en ai même fait un livre, je vous encourage, il est là-bas, dans la librairie. Et puis si vous êtes chat, je vous dirai comment je m'y prends concrètement. Mais je laisse la place aux autres. Merci, on y reviendra. Merci beaucoup. Donc vous annoncez déjà les notions de parler le même langage, celle du business, du développement. Hélène, je me tourne vers vous. En termes de conceptualisation, c'est quoi l'intérêt, la valeur ajoutée pour les entreprises d'aller sensibiliser leurs collaborateurs ? Et je voudrais bien que vous nous donniez un petit peu un aperçu de vos travaux pour nous permettre d'appuyer tout ce propos, puisque vous conduisiez une étude très importante sur la mesure d'impact justement de la fresque du climat auprès de divers publics. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, Hélène Chanchu, je suis professeure à la Montpellier Business School et directrice d'une chaire de recherche qui fait effectivement un partenariat de recherche avec la fresque du climat. J'en parlerai un tout petit peu juste après. Donc, pour revenir à l'importance des entreprises, donc, pour moi, très sincèrement, c'est la base, en fait. C'est qu'à partir du moment où on n'a pas cette compréhension et vraiment, en fait, on parle d'un choc moral,
Et pour comprendre en fait l'immensité des enjeux auxquels on fait face, on va rester dans des logiques en fait de business as usual. En fait, les managers ils vont pas comprendre l'immensité de la tâche à accomplir. Donc, c'est pour ça la fresque du climat, c'est effectivement un outil en fait qui est pour moi absolument indispensable pour comprendre en fait l'enjeu auquel on fait face. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, c'est qu'un début. Donc, après, il y a donc, nous, dans notre chaire de recherche, il y a 2 axes. Donc, il y a l'axe communication et l'axe organisation. Et en fait, la posture que nous, on a au sein de notre chaire de recherche, c'est que ces 2 axes, ils sont intimement liés en fait, pour avoir une transformation durable. Parce qu'on parle bien d'une transformation. Donc, une transformation de nos pratiques en entreprise, comme disait Fabrice tout à l'heure. Donc, c'est vraiment transversal, ça touche tous les domaines de l'entreprise, vraiment des DRH jusqu'au logistique et aux finances. Mais après, en fait, on n'y arrive pas si on ne change pas aussi les discours. Et donc, l'axe communication. Pourquoi ? Parce que ça renvoie, donc c'est pas de la communication purement marketing uniquement avec les clients, mais en fait ça renvoie à nos imaginaires collectifs. C'est quoi en fait finalement vers quoi on veut aller ? Ça veut dire quoi en fait la transition écologique, ou moi je préfère donc la transformation durable. Du coup effectivement Fabrice, j'aimerais beaucoup parler donc avec vous de votre livre, parce qu'effectivement ça renvoie un peu à cette nouvelle vision positive de c'est quoi le rôle de l'entreprise en fait dans la société finalement. Hein, vraiment ça renvoie à la raison d'être même de l'entreprise, d'avoir un rôle positif qui contribue au développement durable de nos sociétés. Et donc, il faut vraiment avoir les deux, donc l'axe communication qui renvoie à des nouvelles imaginaires et aussi l'axe d'organisation, bien évidemment, sinon on ne tombe que dans du greenwashing, si on fait que de la communication, mais il n'y a pas une transformation profonde de nos pratiques. Voilà donc pour moi pour la chaire. Après pour donc le partenariat avec la fresque, donc on est en train encore d'analyser les premiers résultats des travaux, mais l'idée c'est donc de mesurer l'impact des ateliers de la fresque de manière concrète sur les attitudes pour le climat et les comportements pro-écologiques derrière. Et nous la devise qu'on a, c'est en fait de mesurer le pouvoir de contagion sociale de la fresque. On en a parlé ce matin aussi à la table ronde. Justement, cette croissance exponentielle de la fresque qui est absolument impressionnante. Et c'est parce que c'est un outil qui œuvre pour la contagion sociale de cette sensibilisation au changement climatique. Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et nous, dans nos travaux de recherche, on essaye de mesurer un peu les conditions de langage pour favoriser cette contagion sociale et diffuser les pratiques par la suite. Merci beaucoup Hélène, et on aura l'occasion de revenir sur les impacts et ce qu'on observe après ces travaux de mobilisation des collaborateurs. Karine, je me tourne vers vous d'un point de vue vraiment de la mobilisation, et vous allez nous en dire 2 mots, mais vous avez initié vraiment le déploiement de la fresque du climat au sein du groupe EDF. Ce sont plus de 10 000 collaborateurs qui ont déjà participé aux ateliers. De votre point de vue, déjà, pourquoi avoir activé ce mouvement ? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous ? Non seulement pour les collaborateurs, bien sûr, mais on y reviendra, mais surtout pour l'entreprise. Alors la fresque, effectivement, on l'a lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant. 75% digital du fait du Covid. Donc en soi, c'est un élément aussi pour rendre nos salariés beaucoup plus engagés dans la tech. Parce que faire une fresque sur mural, ça demande quand même un petit peu d'attention quand même. Mais blague à part, on l'a lancée pour vraiment, ça a été beaucoup dit, je pense, ce matin, lutter contre les enjeux de dissonance cognitive. Donc qui à la fin se traduisent par des problèmes d'engagement de nos salariés. Et donc c'est vrai qu'on a été interpellés par le collectif. Pas beaucoup d'entreprises ont été interpellées par ce collectif au moment où ils ont fait un questionnaire auprès de toutes les entreprises. Et on s'est rendu compte effectivement qu'on avait un vrai levier finalement si on était capable de sensibiliser l'ensemble de nos salariés. C'était un vrai engagement, 165 000 salariés. Dans ces 165 000, on aura des climato-sceptiques. J'ai une de mes fresqueuses qui est là aujourd'hui, on en parlait. C'est vrai que c'est un sujet, en fait, on a commencé par ceux qui étaient les plus sensibles, et puis là on va attaquer ceux qui sont peut-être les moins sensibles ou ceux qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Et donc ce qui est vraiment extraordinaire avec cet outil, en dehors du fait qu'il est effectivement low-tech, il est facile,
à déployer. On a fait les 24 heures de la fresque, on a fait le Chili, la Colombie, le Cameroun, la Nouvelle-Calédonie. Ça crée aussi un projet d'entreprise global. Et ça, c'est pas si simple parce que nous, on a des métiers très locaux. Hein, l'électricité, c'est très particulier dans chaque pays. Et avoir un projet d'entreprise de transformation comme celui-là, c'est un outil vraiment très puissant pour créer aussi des nouvelles idées, des nouvelles communautés de transformation. Donc, on l'utilise aussi énormément comme ça. Et puis, pour conclure, on a une raison d'être et finalement la fresque c'est un outil de raison de faire, c'est-à-dire qu'en fait nous ce qu'on veut c'est quand on dit que notre raison d'être c'est construire un avenir énergétique neutre en carbone, on veut absolument que nos salariés ils puissent le mettre en musique tous les jours et que du coup grâce à la fresque ils aient le même niveau de connaissance pour pouvoir passer à l'action derrière. Merci beaucoup Karine. Vous mentionnez le besoin de sortir un peu de la zone de confort, mais à la fois de parler le bon langage aux managers notamment, aux top décideurs. Frédéric, je me tourne vers toi. Est-ce que le déploiement de la fresque, est-ce que la création en fait de la fresque, de l'outil, était pensée pour vraiment s'adresser à toutes ces différentes cibles au sein de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des adaptations ou est-ce qu'au contraire, c'est une volonté d'avoir un message uniforme pour tout le monde, qu'importe sa place, son rôle, son identité au sein de l'entreprise ? Alors j'ai envie de dire oui et non à cette question. La fresque, c'est un outil universel et ici on a plein de fresqueurs qui l'ont fait dans plein de contextes différents, à commencer par des écoles, dans des classes de CE1, CE2, des dirigeants de grandes entreprises comme les vôtres, des politiques, des députés, des ministres, mais aussi on l'a fait dans des prisons, on l'a fait dans des usines, on l'a fait avec des cercles de chômeurs. Donc oui, l'outil fonctionne dans toutes les instances. En revanche, on ne va pas l'animer exactement de la même manière dans toutes ces directions. Et pour prendre un petit cas pratique que j'aime bien faire, j'étais une fois confronté dans une grande entreprise à peu près équivalente au vôtre, dans une fresque du climat, avec celui qui avait le plus de galons était le directeur financier, et dans le moment des actions, il pose une action avec toute son autorité de mâle alpha sur la table en disant bah, moi je trouve que les gobelets à la cantine c'est un scandale, ça fait longtemps que je le dis et je veux qu'on supprime ça. Bon. C'est le cas des gobelets à la cantine, on a l'habitude en tant que fresqueur. Et là je lui dis vous ne pouvez pas dire ça monsieur parce que on est j'ai eu cette réponse et c'était la semaine dernière dans une classe de CE2, ce qui était la vérité. Mais à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que dans la tête de cette personne, c'est en tant que directeur financier d'un acteur majeur de l'économie, l'idée la plus forte que je peux mettre sur la table, c'est celle-là. Il n'y a pas mieux. Et je suis convaincu que c'était bien ce qui se passait dans cette tête. Ça fait sourire Fabrice. Et donc, le rôle de l'animateur, qui n'est pas évident, mais il peut le faire parce qu'il est animateur, il a la posture de l'animateur, bah, c'est d'aller le chercher un petit peu et lui dire il va falloir aller trouver encore mieux que ça. Al Gore, dans son film en 2006, il avait dit c'est normal pour quelqu'un de ne pas comprendre une chose lorsque son salaire, son statut dépend qu'il ne comprenne pas cette chose. Et en fait, le directeur financier, il n'avait pas compris parce qu'en fait, voilà, il n'avait pas compris. Hein, et tout le problème qu'on a dans les entreprises, c'est ça en fait. Hein. C'est toutes les forces sociales qu'il y a autour de tout un tas de personnes qui ont envie de tout, mais surtout pas que ça change en fait. Et donc là, il faut être malin. Mais on va en parler. Hein. On va en parler. Je veux juste faire peut-être 2-3 pas en arrière, puisqu'on comprend bien que la fresque, c'est un outil qui permet vraiment de mobiliser, de sensibiliser. Mais je m'interroge vraiment sur la philosophie de l'entreprise, avant de se dire, OK, comment je vais faire ? Ah, il y a la fresque, c'est super. Qu'est-ce qui va pousser déjà une entreprise à se dire j'ai besoin de mobiliser mes collaborateurs sur les enjeux du climat. Est-ce que c'est une identité personnelle ? Est-ce que c'est une demande de réponse à un marché concurrentiel ? Est-ce que c'est des exigeurs de parties prenantes ? Est-ce que c'est pour être attractif pour des jeunes professionnels ? Non, c'est quoi la motivation ? C'est pour survivre. Donc c'est le marché concurrentiel, c'est des exigences contemporaines qui Non, c'est pour survivre. Il faut arrêter de se raconter des carabistouilles. Là. Si on continue au rythme actuel, c'est foutu. Donc la première motivation d'une boîte, c'est de durer. L'argent, c'est le moyen de la durée. Je prends une petite métaphore. Tiens, je te pose une question. La respiration. La respiration, c'est l'argent de l'entreprise. Mais personne ne vit pour respirer.
Quand tu te lèves le matin, tu ne te dis pas, voilà. Et si on ne gagne pas d'argent, on disparaît. Mais par contre, il y a un autre but dans la vie que de respirer. Et dans une entreprise, on doit se projeter sur qu'est-ce qu'on veut laisser à la postérité, qu'est-ce qu'on veut laisser comme empreinte. Et une entreprise doit se dire, finalement, ma raison d'être, c'est d'apporter de la valeur à des clients en respectant les limites planétaires. Voilà. C'est la seule raison d'être que toutes les entreprises doivent avoir aujourd'hui, compte tenu de l'urgence climatique. Le reste, c'est littérature. Donc la première motivation, c'est de dire comment je réoriente mon modèle d'affaires pour qu'il devienne compatible avec les limites planétaires. Et les limites planétaires, aujourd'hui, lorsqu'on fait bien la fresque, on sait que si on dépasse 430 et quelques ppm de CO2 dans l'atmosphère, de toute façon, il n'y aura plus de business viable sur cette planète. Aucun business viable. Et ce n'est pas à l'horizon 2050, c'est maintenant. Donc la première motivation, c'est de réaligner le modèle économique par rapport aux limites planétaires. Et l'entreprise doit viser non pas la neutralité carbone, parce qu'aucune entreprise peut être neutre en carbone, mais doit contribuer à la neutralité carbone. La seule qui vaille, c'est la différence entre la capacité d'absorption naturelle des puits de carbone, océanique et la photosynthèse, et ce qu'on émet comme CO2. Et donc, 100% des boîtes aujourd'hui émettent trop de carbone sur l'ensemble de leur scope. Donc, qu'ils soient neutres sur leur scope 1 et 2, mais ça ne sert à rien. Il faut être neutre sur l'ensemble des scopes. Donc, ce qu'il faut faire comprendre aux chefs d'entreprise, c'est comment je mets en place une dynamique de changement immédiat de mon modèle d'affaires pour l'aligner sur les limites planétaires, en arrêtant de se mentir à soi-même en disant je vais être neutre en 2050 sur mes scopes 1 et 2, qui correspondent souvent à moins de 10% de leurs émissions. C'est ça qu'il faut discuter. Et donc, lorsqu'on regarde objectivement, c'est le bilan carbone, l'empreinte carbone d'une boîte, en regardant simplement les scopes directs, je prends souvent cette métaphore, c'est comme si, quand on se pèse après les fêtes, on met qu'un seul pied sur la balance. On triche, forcément. Donc il faut mettre les deux pieds et travailler sur la capacité qu'on va avoir au travers le produit qu'on va vendre à notre client à lui permettre d'éviter des émissions dans l'utilisation de son produit, du produit qu'on lui a vendu. C'est-à-dire de travailler sur comment on va réduire l'empreinte carbone de notre client dans l'utilisation du produit qu'on lui a vendu. Ça c'est ce qu'il faut arriver à mettre dans la tête de nos collaborateurs pour quand ils vont travailler sur les stratégies de décarbonation. Parce que scope 1, scope 2, facile, c'est facile. Par contre, les émissions évitées, les émissions liées à l'utilisation du produit sur l'ensemble de son cycle de vie et à la fin de la vie du produit, quel qu'il soit, ça c'est autrement plus complexe à mettre en place. Et c'est pourtant ça qu'il faut pouvoir faire. Donc il faut tout changer. Donc après, l'étape d'après de la fresque, c'est de travailler tout de suite sur la reconfiguration du modèle d'affaires. Et passer évidemment d'un modèle d'affaires qui est linéaire, tous les modèles d'affaires des boîtes aujourd'hui sont linéaires, à un modèle permacirculaire de fonctionnalité où on va vendre l'usage du produit, quel qu'il soit. C'est ça en fait qu'il va falloir faire dans toutes les boîtes, sans exception, le plus vite possible, pour augmenter l'intensité d'usage des produits. L'intensité d'usage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on fabrique un produit qui va pouvoir être réparable, un produit qui va pouvoir être utilisé par un maximum d'utilisateurs en fonction de la chronotopie, en fonction des différentes périodes de la journée, pour qu'on ait un minimum de produits à fabriquer, mais qui va pouvoir être utilisé par un maximum de clients. C'est ça les modèles d'affaires contributifs qu'il va falloir mettre en place le plus vite possible. Et ça, aujourd'hui, il y a moins de 1% des boîtes qui tournent comme ça. Et si on veut arriver à décarboner à la vitesse où on doit décarboner, parce qu'il faut donner les chiffres. Les chiffres, c'est 6%, je crois que Jean Covici a dû vous le dire ce matin, 6% de nos émissions de gaz à effet de serre entre maintenant et 2080. 6% par an. Sinon, c'est foutu. Donc moi, ce que je dis toute la journée à mes dirigeants, aux collaborateurs, aux clients, soit on continue de faire semblant, on simule, soit on s'attaque vraiment au problème, parce qu'il nous reste 7 ans pour inverser une tendance qui est juste suicidaire. Parce que la motivation première d'une entreprise, c'est de durer. Et pour durer, il faut changer de modèle d'affaires.
Hélène, je vous en prie. Oui, alors moi j'aimerais bien faire un grand écho à tout ce qui vient d'être dit parce que franchement c'est bravo. Franchement, je suis ravie de voir qu'il y a des chefs d'entreprise qui portent ce message qui est absolument indispensable parce que c'est vraiment pour la survie des entreprises, pour la résilience des entreprises pour durer. Tout à fait. Après, vous avez dit aussi tout à l'heure que quand même paradoxalement, pour une première porte d'entrée, il faut aussi savoir parler le langage des managers parce qui n'ont pas encore ce niveau de maturité que vous avez justement. Et là, du coup, après, parce que pour revenir à votre question par rapport à, alors est-ce que c'est les futurs employés, est-ce que c'est les clients, etc. Peu importe, effectivement, ça peut venir un peu de partout. Nous, par exemple, à Montpellier Business School, on vient de faire la fresque aussi avec tout le comité directeur. On a donc cette prise de conscience maintenant aussi au niveau de la direction, à l'échelle de notre organisation, on va dire. Et c'est aussi, entre autres, parce que, bien sûr, il y a une certaine sensibilité qui est importante, qui doit être déjà là de la part des dirigeants. Mais après, par exemple, nous, c'est un cabinet conseil en externe qui nous a dit le marché, ça va vers là. Vous voyez, donc ça vous donne une certaine légitimité. Comme vous avez un cabinet externe qui vous dit, en fait, la transition écologique, c'est le truc vers lequel tout le monde doit aller maintenant. Oui. Donc, effectivement, il y a des effets comme ça de légitimité externe qui disent, voilà pourquoi il faut agir, mais c'est que la petite porte d'entrée, parce qu'après, il ne faut pas rester dans cette logique-là, justement, qui reste dans cette ancienne logique purement commerciale, qui date du 19e siècle, qui croit à la croissance à l'infini sans se soucier des limites planétaires. Donc effectivement, il faut sortir de cette logique de l'entreprise, elle est là uniquement pour satisfaire les besoins de ses clients et elle ne se soucie pas de l'impact global sur la société. Et je rajouterais juste une chose, c'est qu'elle doit se soucier non seulement des limites planétaires, mais aussi après des contraintes sociaux. Parce qu'effectivement, pour pouvoir mener cette transformation durable dont on a besoin, il faut mener le changement en faisant adhérer aussi les employés, les citoyens, et donc là du coup aussi, parce que sinon on risque d'avoir le phénomène des gilets jaunes, donc il faut effectivement aussi pouvoir se soucier aussi des impacts sociaux et des contraintes sociaux, et notamment les inégalités sociales que le modèle économique actuel aussi il creuse. Donc il ne faut pas non plus oublier cette dimension-là. Oui, bien sûr, elles sont des questions étroitement liées, mais du coup, effectivement, il y a cette urgence. Je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas le choix. Simplement, on a aussi l'impression que ça repose sur la volonté, l'état d'esprit d'un top management, d'un COMEX ou d'un membre d'une équipe. Je me tourne vers vous, Karine. Donc, vous avez initié le déploiement de la fresque du climat, donc qui est intervenu comme un outil, mais j'imagine qu'à l'origine, il y avait cette volonté de questionner, de bousculer un petit peu les lignes sur ces questions-là au sein de l'entreprise. Comment vous avez opéré en fait, puisque vous êtes directrice du département développement durable, vous nous direz quelques mots, vous avez aussi plutôt un parcours finance, je crois, au sein du groupe. Donc qu'est-ce qui a initié cette envie de mobiliser, de changer, et comment ça a été accueilli ? Alors déjà, nous, on est parti du principe qu'on ne voulait pas faire jouer notre COMEX d'abord. Je pense que chaque entreprise a sa façon de faire. On a choisi 2 COMEXiens seulement, et on les a fait jouer différemment. Un qui s'occupe de stratégie et un qui s'occupe des ressources humaines. Et on s'est dit que c'était justement les 2 sponsors les plus importants, parce que nous, on le voit comme un enjeu de transformation aussi RH, je disais, l'engagement et la responsabilisation, le fait que nos salariés, finalement, aient de l'impact à tous les niveaux. Et puis côté stratégie, parce que justement, comme le disait Fabrice, il y a un enjeu de business model derrière. Il faut tout revoir au prisme de ces enjeux climatiques et biodiversité. Donc il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui peut pousser effectivement le changement du business model. Et donc ça a été dit effectivement au début, je pense que les personnes qui ont peur de changer, c'est celles qui ont peur effectivement de ne plus exister dans le monde de demain. Et donc, il y a besoin d'avoir un narratif. Et donc, le narratif, on l'a créé en complément de la fresque, en lien avec l'association. C'est-à-dire qu'on a une partie EDF, une fois qu'on a fini la fresque, où on dit, et maintenant, c'est quoi les impacts sur notre groupe? Donc, à la fois les impacts négatifs du changement climatique. Et c'est intéressant parce que beaucoup de nos salariés pensent forcément aux risques physiques, mais pas aux risques de transition, qui sont, pour le coup, les plus diffus et les plus complexes, il me semble, même si les risques climatiques ne sont pas simples. Mais je pense qu'on a une
une compréhension de ce que c'est. Et puis après, on parle de comment EDF est une partie de la solution si effectivement il a le business model qui va bien. Et donc en faisant ça, on fait de l'éducation et de la professionnalisation aussi, parce qu'on parle de la stratégie, on parle du bilan gaz à effet de serre. Donc par exemple, les gens qui ne savaient pas ce que c'était le scope 3, ils apprennent ce que c'est le scope 3 en parlant en débriefant après la fresque. Et puis surtout, je pense que le point essentiel, c'est aussi les ordres de grandeur. Parce qu'en fait, on le voit quand on fait des enquêtes d'opinion, on fait des enquêtes d'opinion sur le climat depuis pas mal d'années chez EDF. On en a une internationale qui interroge 30 000 personnes dans 24 pays. Et on s'aperçoit que si les gens sont très conscients des enjeux, quand après on leur demande de passer à l'action, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc l'ordre de grandeur, pour moi, reste quand même un sujet majeur qu'il faut absolument faire une fois qu'on a fait la fresque. Il y a beaucoup d'outils qui le permettent. Et donc nous, on a lancé un programme qui s'appelle le passeport neutralité carbone, où nos salariés ne voyagent plus beaucoup en avion, mais du coup, ils passent leur passeport neutralité carbone en faisant leur empreinte et en ayant derrière des solutions finalement pour baisser leur empreinte. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel, encore une fois, de donner les bons ordres de grandeur. Utiliser la voiture versus trier ses déchets, c'est pas la même chose en fait. Frédéric, je t'en prie. Plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Le premier, c'est pourquoi faire quelque chose comme le déploiement de la fresque. Il y a une mauvaise réponse à ça. La mauvaise réponse, c'est quelque chose qui dit « Ah, c'est pour augmenter ma marque employeur. C'est pour augmenter l'engagement des collaborateurs. » Ça veut dire que j'ai compris qu'il y a un problème. Il y a du désengagement un peu à cause de ces sujets-là, donc je vais mettre un petit pansement et ça va aller mieux. Et surtout, faites pas ça. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez donner de l'explication à vos employés sur pourquoi il y a une distorsion, vous allez tous les perdre. Donc surtout, n'y allez pas. Il faut qu'il y ait une authenticité dans cette démarche. Et souvent, je pense que les gens qui s'embarquent là-dedans ne se rendent pas compte du pouvoir qu'on fait quand on donne du temps aux gens pour réfléchir à ces sujets. Et après, Karine vient de le dire, c'est une fois qu'on donne ce temps-là, il va falloir les aider, les collaborateurs. On leur demande beaucoup en 3 heures. On leur demande de comprendre des phénomènes dont il y a peut-être qu'ils n'avaient pas une grande notion jusqu'à présent. On leur demande de comprendre comment l'entreprise elle a un impact et comment s'en sortir. Et je vois bien ce que Fabrice disait, on s'est donné à peu près 9 ans pour réduire plus de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que dans 10 ans, si on y arrive, puisqu'on va y arriver, parce qu'on veut tous y arriver, c'est-à-dire que toutes les entreprises ont radicalement changé dans 10 ans. Radicalement. Toutes. Ce n'est pas possible que ce ne soit pas le cas. Donc là, il va falloir embarquer tous les collaborateurs dans une transformation massive. Alors si dès le départ, on n'a pas compris ça, ça ne sert à rien. Mais si on a compris ça et c'est ce qu'on veut faire, il va falloir les aider, les collaborateurs, en leur disant ouais, on va vous demander des efforts alors que vous aviez peut-être l'impression que vous faisiez déjà beaucoup d'efforts, mais on va d'abord vous expliquer pourquoi. Et ce pourquoi, c'est un moteur absolument extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous insufflez un pourquoi, les gens ils vont plus au travail pour la même raison. Et il y a des gens qui ont compris ça. Je vous donne un exemple. On aime ou on n'aime pas le bonhomme. Regardez une conférence aux investisseurs de M. Elon Musk. Regardez ce qu'il dit. Il ne fait pas comme tous les PDG d'entreprises qui arrivent très sérieux en disant « je vous donne les résultats du trimestre et je vous explique si on a bien fait ou pas ». Il monte 5 minutes de vidéo sur le changement climatique. Au bout de 5 minutes, les investisseurs, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent, ils sont là pour sauver le climat. Donc après, il peut leur expliquer qu'il n'a pas fait ses chiffres. On n'est pas là pour la même chose. Ce que je veux dire, c'est une fois que vous avez dommé ça dans le trip de vos collaborateurs, vous avez une énergie absolument incroyable qu'il va falloir guider, qu'il va falloir accompagner pour agir. C'est à ça que la fresque, humblement, parce que ce n'est pas le seul outil, il doit y en avoir d'autres, peut contribuer à faire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on comprend un peu la philosophie du changement. On a mentionné un petit peu avec Frédéric et également un petit peu avec Hélène, donc l'importance du dialogue entre les différentes parties prenantes, les différents collaborateurs. On a une approche plus interne, je dirais, chez le groupe EDF. Fabrice, vous nous parliez de l'importance du buy-in, du top management. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus sur comment déployer, décliner vraiment cette mobilisation dans les différentes sphères de la structure? Bon, nous, chez Bouygues, on n'en est pas encore à 10 000, mais un peu plus de 1000 collaborateurs, parce que le Covid nous a quand même bien bloqués. On n'a pas voulu le faire en numérique, parce qu'on a fait quelques expériences numériques et les niveaux de satisfaction n'étaient pas très élevés, donc on n'a pas voulu faire un bad buzz en disant non, c'est chiant en numérique et voilà. Donc on a un peu suspendu notre déploiement, puis on est en train de le reprendre maintenant. Et donc nous on fait dans le cadre d'un plan global
on fait tourner les assiettes tout en même temps. Donc on essaye de commencer les fresques par les comités de direction. On a 1000 filiales dans le groupe Bouygues. Donc on commence si possible par les comités de direction quand on peut, souvent. Et puis ensuite tous les collaborateurs. C'est ce qu'on a décidé. Et en même temps, on invite les collaborateurs qui ont envie de travailler sur les modèles d'affaires, parce que tout le monde n'a pas envie ou ne peut pas travailler sur les modèles d'affaires. On ne peut pas faire travailler tout le monde sur ces sujets-là. On essaye de réinventer en fait nos modèles d'affaires. Donc on a mis en place un programme d'intrapreneuriat pour ça. Donc on incite les collaborateurs qui ont des idées sur comment créer de la valeur dans nos métiers en prenant en compte les limites planétaires. Donc on a inventé comme ça des nouvelles solutions. Le bâtiment hybride à économie positive, qui sont, si vous allez sur le site Bouygues DD, vous verrez, il y a une 60aine de nouveaux modèles d'affaires qui ont été inventés depuis et qu'on essaye de déployer parce qu'en fait, on va gérer pendant les 10 ans à venir des injonctions contradictoires où les produits du monde d'avant, écocides, vont cohabiter avec les produits du monde d'après, dont on espère qu'ils vont être compatibles avec les limites planétaires, en essayant de faire baisser les premiers pour faire monter les deuxièmes. Alors après, il faut se dire la vérité. Voilà. Est-ce qu'on va gagner autant d'argent avec les produits du monde d'après qu'avec le produit du monde d'avant? Ben non. Non. Et moi je le dis, non. Voilà. Et ça fait pas peur? Mais si, ça fait peur. Mais je pense qu'il faut au bout d'un moment arrêter de tourner autour du pot, quoi. Voilà. Et quand on est dans une entreprise, on doit être loyal à son entreprise. Et je pense que ceux qui disent qui sont responsables RSE et développement durable, qui disent les yeux dans les yeux à leur patron, oh là, le développement durable, le changement climatique, c'est une opportunité, on va encore se gaver encore plus, on va gagner encore plus d'argent dans le futur, mais ils ont compris le problème? Est-ce qu'ils ont compris le problème? Alors moi je pense qu'on peut en gagner de deux manières différentes. C'est mon discours. En faisant mieux que le meilleur des concurrents, parce qu'un bon concurrent, c'est un concurrent mort. C'est ce que pensent de nous les concurrents. Donc déjà, il y a déjà possiblement, on peut aller manger dans la gamelle des autres, et ça, c'est bien. Ensuite, on peut aussi faire autre chose. Et donc, une autre façon de gagner de l'argent, c'est d'enrichir le contenu de notre offre. Exemple, chez nous, on est constructeur. Maintenant, on va être de plus en plus rénovateur. Mais on va être aussi de plus en plus exploitant. C'est-à-dire on va faire transpirer l'asset. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui est utilisé à 15% du temps aujourd'hui, il y a moyen de l'utiliser 70 ou 80% du temps. Mais en partageant les utilisations par différents types d'utilisateurs. Et donc ça, c'est de l'argent qu'on ne gagnait pas avant. Et ça, on va pouvoir en gagner par cette façon-là. Donc, est-ce qu'on va en gagner autant qu'avant en faisant simplement, en greenisant le modèle constructif? Non, ça, c'est pas possible. Mais on peut peut-être en gagner autant, peut-être voir un peu plus, en faisant autrement. Bon, alors c'est sûr qu'on va vite être copié, il ne faut pas se leurrer. Mais le développement durable n'effacera pas la concurrence. Ce n'est pas vrai non plus. Mais je pense qu'on rentre dans une dynamique où on va beaucoup innover, je pense, dans le futur. Et innover sur les nouvelles façons de créer de la valeur, en partenariat également avec d'autres entreprises. Parce que l'un des leviers pour décarboner son modèle d'affaires, c'est de travailler avec ceux qui nous aident à créer la valeur, et notamment nos fournisseurs, nos sous-traitants. Quand on fait un bilan carbone, dans les grosses boîtes, on s'aperçoit que le scope 3A, c'est-à-dire la supply chain, souvent c'est l'essentiel de l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc imaginez qu'on va pouvoir trouver des solutions de décarbonation simplement sur notre propre modèle, c'est faux. On a besoin de notre fournisseur. Je vais vous donner un exemple. On a travaillé sur un bâtiment énergie positive, on était les premiers à faire ça il y a 10 ans, pour un bâtiment énergie positive à Meudon. Et on réfléchissait à 360 pour diminuer la consommation d'énergie de l'ascenseur. Et donc on travaille avec l'ascensoriste pour dire voilà, comment on peut faire en sorte de diminuer la consommation d'énergie de l'ascenseur. Donc moi je vous pose la question, comment on fait pour diminuer la consommation d'énergie d'un ascenseur? On prend les escaliers, non? Voilà, on prend les escaliers. On prend les escaliers. Donc, dans l'architecture du bâtiment, au lieu de mettre l'escalier caché, comme il y a dans la plupart des entreprises, enfin des bâtiments modernes, dans un truc un peu glauque, pas de fenêtre, qui donne vraiment pas envie de le prendre, caché, la plupart du temps on ne sait même pas où il est,
Ben, on a choisi pour ce bâtiment de faire un escalier monumental en plein centre, avec un puits de lumière, avec des plantes partout, et qui donne envie de le prendre. Proposition complètement, oui. Et voilà. Et l'ascenseur, on l'a planqué. Alors il en faut un, bien sûr. Mais résultat des courses, dans ce bâtiment-là, R+5, 80% des gens prennent l'escalier. Voilà, comme quoi ça passe aussi simplement par des changements de pensée. Je rebondis sur ce que vous disiez, Fabrice, en m'adressant notamment à Hélène, mais à chacun de vous, bien sûr, sur comment penser en fait la création de profits, la création de revenus, le dialogue avec les parties prenantes pour trouver des solutions collectives. Est-ce que cette transformation de la pensée économique, la transformation du business, c'est des choses qui sont déjà présentes dans votre école de commerce, mais dans le monde académique en général? Comment ça s'infuse déjà dans, on dit les leaders de demain, mais en fait c'est aujourd'hui. Quelle forme ça prend? Oui, alors donc c'est extrêmement présent bien sûr maintenant. Donc déjà dans le monde de la recherche, bien sûr, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, qu'il y a des modèles théoriques économiques qui sont donc alternatifs, qui tiennent la route. Après en France, il y a par exemple le mouvement Impact. Donc il y a le mouvement des entreprises à impact où on pose la question de la raison d'être de l'entreprise. Bon, aujourd'hui, donc effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas poser la question de l'ascenseur, donc comment on diminue l'impact énergétique de l'ascenseur. Donc au même titre, il ne faut plus poser la question, est-ce que le fait d'être écolo, ça rapporte de l'argent? Est-ce que ça va accroître notre chiffre d'affaires? Donc cette notion de financier, en fait, cette logique financière, c'est vraiment une ancienne logique managériale que nous, donc à l'échelle de mon école en tout cas, mais aussi dans d'autres écoles partout dans le monde, avec des principes donc, dits de management responsable. En fait, c'est en train de changer pour que la logique financière, elle n'est plus la logique dominante, en fait. Donc, ça devient une logique comme une autre. Comme disait Fabrice tout à l'heure, moi, je le dis tout le temps aussi à mes étudiants, en fait, c'est l'oxygène qui fait vivre, bien sûr, une entreprise, mais ce n'est pas la raison d'être de l'entreprise. Et il faut arrêter aussi, donc, par rapport aux éléments de langage, il faut arrêter de parler d'une entreprise comme si c'était une entité entière en fait, qui avait une vie, une personnalité, l'entreprise pense comme ça, l'entreprise marche comme ça. Oui, en fait, parce qu'à l'intérieur, il y a des individus, il y a des managers, et en fait, chacun d'entre nous qui est employé, qui va travailler le matin, la raison d'être, moi, du coup, de mon poste au sein de mon entreprise, c'est pas de générer des revenus, d'accroître le profit pour mes actionnaires. Ça, c'est uniquement peut-être un minimum, donc c'est vraiment le minimum de peut-être, donc effectivement, donc à l'échelle du senior management, que eux, bien sûr, qui doivent rémunérer les actionnaires, les grandes entreprises, mais il ne faut pas non plus oublier qu'en fait, la plupart des entreprises, ça reste des petites et moyennes entreprises de petite taille. Si vous parlez à un petit entrepreneur que lui, sa raison d'être pour créer son entreprise, c'est de générer des profits, non, il y a à la base, en fait, l'envie, et on le voit là aussi, donc pour revenir aux générations futures, les étudiants, il y a donc l'envie d'entreprendre, c'est de contribuer positivement à quelque chose. On voit qu'il y a un problème, il y a un manque quelque part, et on veut contribuer à ce manque à travers un business model, à travers une solution commerciale, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit un business model, une activité commerciale, pour que ce soit pérenne dans la durée. Mais du coup, c'est pour ça, à partir du moment où vous avez dit ça, donc cette manière de penser, elle change complètement la donne et ça, c'est vraiment fondamental. Donc nous, les théories qu'on enseigne, c'est exactement là-dessus. On enseigne donc en école de commerce, on fait des programmes, donc des refontes de programmes assez fondamentales maintenant, où par exemple, on enseigne la théorie du donut. De Kate Travers, que je recommande beaucoup. Donc c'est un livre qui vulgarise un peu la théorie économique, la nouvelle théorie économique du 21e siècle, justement, et qui remet à plat un peu toutes les anciennes certitudes, des fausses certitudes qu'on a eues de comment fonctionne l'entreprise, de comment fonctionne le marché et l'économie. Et en fait, on se rend compte que toutes ces théories-là, en fait, il faut les laisser derrière parce qu'elles étaient fausses. Pourquoi? Parce qu'elles sont développées sur des hypothèses qui sont tout simplement fausses. On le sait aujourd'hui parce qu'elles ne prennent pas en compte les limites planétaires, tout simplement. Ouais. Et là, vous parlez en fait de déconstruire un peu le schéma initial de l'entreprise. Vous disiez juste avant qu'il faut aussi personnifier l'entreprise et ne pas la considérer comme une entité auto-pensante. Donc là, je me tourne à nouveau vers vous, Karine, et aussi vers vous, Fred, en tant qu'acteur de la fresque du climat. C'est quoi le pouvoir en tant que moteur
de l'intérieur, des collaborateurs, des salariés, dans le changement de l'entreprise. Parce que là, on a parlé de la pensée business, on a parlé du mouvement initiateur du top management. Les collaborateurs, là-dedans, c'est quoi leur rôle et c'est quoi leur pouvoir, surtout ? Je pense que c'est aujourd'hui effectivement un moteur essentiel parce que finalement on le fait en étau, c'est un peu ce que disait Fabrice, c'est-à-dire évidemment il faut que la direction elle-même y voit sa licence d'opération, c'est-à-dire effectivement comment on se projette. Nous on a des actifs qui durent 100 ans, donc on ne peut pas ne pas penser le changement climatique de toute façon quand on réfléchit à demain, donc ça nous met évidemment dans une situation particulière aussi, et du coup pour nos salariés c'est vraiment à la fois une fierté d'appartenance, de se dire qu'ils sont dans une entreprise qui justement se projette sur le long terme et donc a la capacité de voir les impacts et donc donner finalement à la fois ces choses qui sont anxiogènes, hein, parce qu'il y aura des impacts négatifs, donc c'est ça qui est difficile toujours, c'est comment on gère à la fois le côté anxiogène et l'espoir qu'on peut avoir des solutions et qu'on doit y travailler ensemble. Et après c'est vraiment un enjeu de responsabilisation, et là-dessus nous on revient de loin parce que je pense qu'on est effectivement une entreprise historiquement très centralisée, un peu militaire, si je peux le dire comme ça. Et aujourd'hui, la fresque du climat, typiquement, elle crée des communautés parallèles. On fait partie aussi du collectif qui a été mentionné à la table ronde précédente. Donc, on a un collectif qui s'appelle le Rhizome des salariés. C'est 2 jeunes salariés de notre ingénierie nucléaire qui ont lancé au départ cette idée de transformons notre entité à notre petite échelle, faisons que notre site devienne un refuge LPO, et puis demain, elle commence à avoir 300, 400, 500 salariés, et ça prend et ça permet du coup de proposer des projets plus larges et donc de faire bouger vraiment de l'intérieur. Donc je pense qu'il y a besoin des deux. C'est sûr que si les deux ne fonctionnent pas, on ne peut pas aller que en bas parce qu'on crée des frustrés, comme a dit Fabrice. Il faut qu'il y ait aussi les gens de la direction qui voient aussi leur license to operate, comme on dit, donc se projeter dans le futur. Créer quelque chose d'homogène à terme. Frédéric ? Je vais prendre le contre-pied de Karine. Je vais répondre à la question, quel est le pouvoir des collaborateurs dans l'entreprise ? Aucun. Moi, je les vois dans les ateliers que je fais depuis que je fais des ateliers. La plupart du temps, le ressenti du collaborateur dans la fresque est je ne peux rien faire. Parce que mon chef, il ne veut pas. Parce que je n'ai pas la légitimité pour le faire. Parce que j'y connais rien à ces sujets. Et on s'arrête là. Alors c'est quoi la clé ? C'est aller identifier le point de blocage. Premier élément, c'est comprendre que l'ensemble du pouvoir de décision, que ce soit dans une entreprise ou ailleurs, est arrivé à ces postes pour des compétences, des histoires, qui ne sont pas celles dont on a besoin pour la transition. Donc la légitimité, il faut la mettre de côté. Ces personnes-là ne sont pas légitimes pour adresser ces sujets, ils n'ont pas été sélectionnés pour ça. Donc quelqu'un qui a compris un petit peu le problème est déjà beaucoup plus légitime que la personne dont je parlais tout à l'heure. Il a compris, premier élément. Deuxième élément, je ne peux pas parce que. Ce que j'engage les gens à faire dans l'atelier, c'est... Excuse-moi, je reviens sur le premier élément, c'est en gros, quand on parle de ça, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie. Okay. Je suis un homme, je suis une femme, je suis jeune, je suis vieux, voilà mon rôle dans l'entreprise, voilà ce que je fais. On n'a plus le temps de s'occuper de ça. Vous avez compris une partie du problème. Mieux, vous avez une idée, vous êtes plus légitime que n'importe qui pour la pousser. Après, je ne peux pas parce qu'il ne voudra pas. Est-ce que vous lui avez posé la question ? Mon chef ne voudra pas. Mon client ne voudra pas. Les investisseurs ne voudront pas. Vous pouvez poser, ça marche jusqu'à tous les niveaux de la société, jusqu'au board. Ah ben non, mais moi je représente des investisseurs, ils ne voudront pas. Ça marche du stagiaire jusqu'au plus haut niveau. Ah ben non, mais ils ne voudront pas. Est-ce que vous leur avez posé la question ? Parce qu'à un moment donné dans l'entreprise, il faut regarder autour de soi. Fabrice, tu parlais d'écosystème. Devinez quoi ? Toutes les entreprises se posent les mêmes questions. Et je dis aux collaborateurs, qui que vous soyez, votre rôle à vous, c'est d'aller jusqu'au point de blocage, jusqu'à la personne qui vous dira non. Et peut-être qu'elle vous dira non, mais à ce moment-là, elle réalisera qu'elle-même est point de blocage. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais réalisé parce que personne n'est venu lui poser cette question. Et là, les collaborateurs ont un énorme point d'action. Si tous les collaborateurs d'une entreprise, et quand on déploie des fresques à grande échelle, je leur dis, vous, votre boulot, c'est d'aller jusqu'au point de blocage. Nous, après, on parle aux directions et en disant, attention,
Il y a des gens qui vont venir vous voir. Et quand 10 fois dans l'année, vous aurez dit non, il y a peut-être quelque chose qui va commencer à se passer, parce que vos enfants vous disent la même chose à table quand vous rentrez le soir. Ouais, je suis à 100% d'accord avec ça. C'est exactement ce qui se passe, parce que moi je le vis tous les jours. Ouais. Tous les jours. Il a 1000 fois raison. Et ce que je dis aux collaborateurs, j'ai une certaine liberté de langage là où je suis. Les points de blocage, on les a dans les hiérarchies intermédiaires, souvent, qui sont tétanisées. Parce qu'une grosse pression est sur les hiérarchies intermédiaires. Il n'y a pas que les grands chefs à plumes, c'est les investisseurs dont ils ont peur, ou le conseil d'administration. Les chefs intermédiaires, c'est leur directeur qui est au-dessus, qui leur demande des résultats, combien tu as vendu de casseroles, est-ce que tu as vendu plus que l'année prochaine, enfin l'année dernière, etc. Et pour arriver à provoquer le changement, ce que moi j'appelle pour provoquer la hola, il faut chasser en meute. C'est-à-dire que souvent on entend, on ne peut pas faire cette transition parce que j'entends ça souvent chez Bouygues, le client ne veut pas. Alors ça j'adore. Donc on va aller voir le client. Et quand le client devient prescripteur du bas carbone, ça va vachement mieux. Et c'est moins compliqué de convaincre le client que de convaincre les chefs dans les entreprises. Moins compliqué. Mais c'est quoi le point de blocage là? Alors, le blocage, c'est le système de management. C'est la façon dont on évalue la valeur aujourd'hui encore dans les boîtes. C'est la façon dont on compte la valeur, dont on apprécie la valeur. Aujourd'hui, on apprécie la valeur avec un système de maintenabilité du capital financier, that's all. Et tant qu'on aura ce système comptable aujourd'hui qui est borgne, on n'y arrivera pas. Donc il faut pouvoir dire au chef d'entreprise, si tu veux que ton entreprise dure, il faut mettre un nouveau système comptable en place qui est la capacité qu'on aura ou pas à préserver le capital financier, certes, mais surtout le capital naturel et le capital humain. Parce que si on ne maintient pas le capital naturel, il n'y aura pas de capital financier. Pas plus qu'il y aura de capital humain d'ailleurs. Capital humain non plus, oui. Donc le plus important de tout, c'est le capital naturel. Le capital naturel, c'est de maintenir la vie sur Terre. Et pour maintenir la vie sur Terre, il faut sauver le climat. Parce que la biodiversité est la première victime collatérale des changements climatiques. Donc, l'une des techniques pour convaincre la direction générale d'agir plus vite, c'est d'attaquer rapidement le client. Et là, il faut lui dire la vérité au client. Oui, on peut vous proposer un produit décarboné et moins cher. Et moins cher. Parce que la plupart des gens disent, oui, mais le développement durable, c'est bien, mais c'est plus cher. Et là, il faut déconstruire le discours du c'est plus cher. Si je prends l'exemple de mon entreprise, je reprends l'exemple, on vend des bâtiments, nous, enfin pour Bouygues Construction, on est sur d'autres business units, mais pour Bouygues Construction. Quand je vais en clientèle avec en support des managers commerciaux sur cette question-là, je leur dis voilà, on est capable de vous faire des bâtiments maintenant où les recettes vont être plus importantes que les charges. Alors le client il dit ah bon, oui, vous allez gagner plus d'argent. Alors il dit mais explique-moi ça. Je dis, ton parking là, il te rapporte combien? Il me rapporte rien. Mais si demain on en fait un centre de mobilité partagé pour tes collaborateurs, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le quartier, ça va te faire rentrer de l'argent dans ton compte d'exploitation. Ah bon, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Ensuite, ton bâtiment, là, c'est une infrastructure. Il peut produire de l'énergie que tu vas pouvoir autoconsommer et revendre à tes voisins moins cher que ce qu'ils vont acheter chez EDF. On n'a rien entendu. Si. Ah bon? Et puis tu vas pouvoir même recharger les voitures électriques qui sont pluguées à ton bâtiment. Et tu vas pouvoir même le faire en courant continu, ce qui va améliorer ton rendement. Ensuite, tes espaces, ton restaurant entreprise, ton rooftop, si tu en as tes salles de réunion, ta salle polyvalente, quand tu ne l'utilises pas, on va trouver des utilisateurs secondaires pour pouvoir l'utiliser. Ça te fera rentrer du cash encore dedans. Les bâtiments, les matériaux, voilà, on va te proposer un bâtiment où les matériaux, lorsque tu vas vouloir changer d'usage, on va pouvoir démonter comme on le faisait pour un Lego et les réimplanter ailleurs. Donc les matériaux vont garder de la valeur. Alors qu'aujourd'hui, dans le déboursé sec d'un bâtiment, sur un bâtiment qui vaut 100, les matériaux valent 25. En fin de vie, les matériaux valent 0 aujourd'hui. Si on adopte une construction plus modulaire, on va pouvoir réutiliser ces matériaux pour faire du design forever, pour faire en sorte que les matériaux constitutifs du bâtiment durent toujours. Et donc l'énergie grise, moins d'énergie grise, parce qu'on va séquestrer le carbone dans les matériaux constitutifs et les faire durer 2 à 3 fois plus longtemps.
On peut faire même des bâtiments réversibles. Donc finalement, on est en train d'expliquer au client qu'il va pouvoir acheter un actif qui va être beaucoup mieux d'un point de vue développement durable, mais moins cher. On déconstruit complètement son mindset sur le fait, ben oui, je deviens propriétaire du bâtiment et je dois assumer seul toutes les charges. Et là, je pense qu'on peut réellement parler d'innovation, parce que c'est un mot qu'on entend en langage en travers, mais là, ça s'illustre. C'est un exemple, et on est en train de travailler sur la route durable. Je peux vous donner un autre exemple. Une route, ça peut servir à plein d'autres choses que de faire une route. Ça peut épurer l'eau, ça peut lutter contre les îlots de chaleur avec des enrobés évapotranspirants. On est en train de les mettre au point. Quand il pleut, ça garde l'humidité, et quand il fait chaud, ben c'est comme un arbre, ça transpire et ça permet de faire diminuer la température. On peut faire des routes avec effet albédo, donc des routes claires avec des enrobés clairs, parce qu'on sait très bien que les enrobés clairs c'est mieux, ça permet de renvoyer plus rapidement les infrarouges. On connaît le forçage radiatif pour ceux qui utilisent cette carte. Et donc on est en train maintenant de vendre à nos clients, non pas simplement une bande de roulement, mais un outil qui permet donc d'améliorer à la fois la qualité de l'air, la résilience, la qualité de l'eau, etc. On ne vend plus la même chose. On peut même mettre le long des routes des vergers, donc faire cultiver des fruits, au lieu de mettre des talus comme on faisait dans le temps, avec des tracteurs qui viennent régulièrement faucher l'herbe. Ça n'a pas de sens. Donc, en réfléchissant un peu, on peut faire du business autrement dans tous les domaines. Tous les domaines, on peut faire du business autrement, d'une façon beaucoup plus responsable. Eh bien, les responsables de plan durable, ils servent à ça. Et on a besoin maintenant de gens qui se pensent la transition. Il est trop tard maintenant pour être pessimiste déjà, mais il est trop tard pour se poser la question de savoir si ça va rapporter autant qu'avant ou non. Ce qu'il faut maintenant, c'est déclencher l'action du business différent de l'entreprise contributive. Ouais, merci beaucoup Fabrice, je pense que c'est très inspirant, et on ne doute pas que ce message que vous portez est véhiculé au sein des 200 membres du C3D que vous représentez aujourd'hui, et que c'est vraiment cette voix collégiale qui est importante. Hélène, s'il fallait encore faire cet exercice de conviction par la preuve, j'aimerais bien peut-être que vous nous disiez 2 mots sur votre étude et sur la mesure d'impact que vous conduisiez sur la mobilisation, et notamment à travers un outil comme la fresque du climat. Et peut-être, on espère pouvoir la porter auprès de sceptiques, s'il y en a, pour prouver quel en est l'intérêt. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, on a engagé donc un projet de recherche avec une expérience au sein de notre campus à Montpellier Business School, avec à peu près 600 étudiants à l'école, donc qui ont été répartis dans 2 groupes différents. Donc de manière générale, en fait, on a vu qu'il y a effectivement un accroissement d'impact donc par rapport à avant la fresque. Donc les étudiants, ils sont plus probables à passer à l'action, donc à changer leur comportement pro-écologique, d'un part, et d'autre part, ils sont plus à même aussi à partager. Et c'est là, du coup, où on vient aussi un peu à cette militantisme, en fait, dont on a besoin pour passer, justement, pour avoir de la contagion sociale, pour passer à l'échelle systémique, en fait. Donc, on a vu aussi que les étudiants, après, ils étaient plus à même à partager du contenu sur les réseaux sociaux et dans leur entourage pour sensibiliser autour d'eux. Oui, donc eux, en fait, ils deviennent finalement aussi des influenceurs même par la suite pour continuer à sensibiliser autour d'eux. Et nous, dans nos travaux de recherche, on a fait une expérience donc, avec 2 groupes différents pour finalement tester un peu des variétés de messages qu'on peut faire passer pendant les ateliers de la fresque, parce que justement, moi, mes recherches, ils portent sur le discours et l'importance du discours, de comment changer les idées, et comment, du coup, quand on change le discours, ça peut favoriser ce passage à l'action. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on leur parle de cet effet de contagion sociale, donc du pouvoir que tout le monde, donc chacun ici dans la salle, en fait, on est tous des influenceurs, si on le veuille ou non. Donc on leur dit, en fait, parce que l'homme est un animal social, en fait, on a tendance à faire comme les autres. On regarde les voisins, on leur regarde les copains. Si eux, demain, ils vont prendre le vélo pour aller au travail, ça va nous donner envie de le faire. Ça ne veut pas dire que l'après-demain, on va tous partir en vélo, mais ça va nous donner l'envie, et ça va favoriser justement cet effet d'emballement et ce changement de nouvelles normes sociales dont on a besoin, des comportements qui seraient donc plus sobres en carbone. Et ça, on a vu effectivement que si on intègre ces éléments de langage dans les ateliers de la fresque, on peut accroître cet impact
impacte les ateliers encore davantage pour avoir cet effet, d'effet de ce que nous on appelle donc la contagion sociale. Et là, du coup, le rôle des collaborateurs, il est vital. Donc moi, je continue du coup mon cher collègue qui disait effectivement que les collaborateurs, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont tous les pouvoirs. Parce que justement, on a besoin des intrapreneurs. D'accord ? Donc, au sein des entreprises, en fait, c'est des intrapreneurs qu'eux, ils peuvent changer les lignes. Parce que si les collaborateurs, donc aujourd'hui, il y en a un, demain, il y a un deuxième. Donc, si du coup, comme ça, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui font comprendre que ça, c'est des enjeux qui sont importants pour les collaborateurs, au bout d'un moment, on va finir par bouger les lignes. Et juste, donc pour un tout petit point quand même par rapport à ça, en plus, je devais venir, parce qu'on n'a pas parlé de l'échelle de temps, donc le temps dont on a besoin pour mobiliser aussi en interne. Nous, parce qu'une fois qu'on a fait la fresque, qu'on a envie d'agir, très souvent on est dans des routines au quotidien, en fait on a plein de choses à faire en plus de mobiliser pour la fresque. Du coup, nous par exemple, ce qu'on a fait à Montpellier Business School, on a créé le Sustainability Lab, donc c'est un laboratoire interne avec une quarantaine de collaborateurs, du coup qui sont sensibilisés à ces enjeux-là et qui du coup ont un temps dédié, donc une fois par mois, on se rencontre pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'échelle de notre organisation. Oui, et du coup, ça donne aussi un peu cette envie d'agir de manière collective au sein d'une entreprise, parce que très sincèrement, ce poids qu'on peut porter en tant qu'entrepreneur au sein d'une entreprise pour essayer de faire bouger les lignes, ça prend énormément d'énergie, on peut vite se décourager. Donc c'est important aussi de voir qu'on n'est pas seul, qu'il y a une communauté autour de nous qui pense comme nous et qu'on avance ensemble. Oui, merci beaucoup Hélène. Et peut-être très rapidement pour vous, Karine, avant de prendre les questions de la salle, parce que j'imagine qu'elles sont nombreuses, on aurait bien profité de 30 minutes de plus. Là, ce que nous dit Hélène à l'instant me fait écho, c'est-à-dire que vous avez déployé la fresque, vous l'avez fait aussi Fabrice. C'est quoi le résultat, l'impact sur vos collaborateurs ? La fresque a été déployée, c'est des ateliers parfois de 24 heures en marathon, et après ? Déjà, on est que à 10 000 quand même. Donc notre enjeu, il est quand même de passer aux 165 000. Donc le challenge, il est encore devant nous. On espère, comme Fabrice, passer en physique et faire des méga fresques aussi. Et on est convaincu que effectivement, être ensemble, c'est pas la même chose qu'être en digital. Et donc l'expérience, évidemment, on a tous envie de le refaire en physique. L'étape d'après, c'est qu'en fait, ces salariés aujourd'hui, ils commencent à être, ils le sont déjà depuis de plus en plus, mais en irrigation avec l'externe. Et moi, ce qui me plaît beaucoup et l'espoir que je trouve qu'amènent ces enjeux climatiques, c'est justement qu'ils nous dépassent, mais que du coup, ils permettent d'agir en coalition d'acteurs, comme l'a dit Fabrice. Et nous, je pense qu'on a historiquement été plus auto-centrés et que là, du coup, on se retrouve à travailler avec toutes les entreprises. Et ça, c'est vraiment pour moi un changement de mentalité en dehors même du concept de cash et de comptabilité, les 3 comptabilités dont parlait Fabrice, qui effectivement sont essentielles. Je pense que c'est vraiment cette vision de coalition d'acteurs qui est faite par nos collaborateurs du fait des réseaux dont on parlait. En fait, ils irriguent énormément. Et donc, exactement. Et donc aujourd'hui, nos collaborateurs parlent avec les autres entreprises qui font la fresque pour justement échanger sur les bonnes pratiques pour aller plus vite et plus loin. Et ça, je trouve que c'est bon espoir pour la suite. Merci beaucoup à tous les 4. Je pense qu'on aurait bien d'autres choses à partager, à approfondir. Je me tourne vers la salle afin de savoir s'il y a des questions. Il y a déjà des mains qui se lèvent. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup. D'abord, très inspirant. Fabrice, c'est une question pour vous, parce que vous êtes dans une industrie très bousculée par ces histoires de transition, de transformation à faire. Quel est votre point dur du moment ? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas encore à faire dans votre entreprise pour la bascule et que vous aimeriez atteindre ? La régulation, en fait. Les clients commencent à y arriver un peu. La régulation n'y arrive pas. Et c'est vrai que ça nous donnerait un sacré coup de pied aux fesses dans le bon sens si on avait plus de prescriptions au niveau réglementaire pour aller plus vite dans les prises de décision générales. Exemple, les taux de réemploi dans les bâtiments. Je suis toujours époustouflé de voir qu'il n'y a pas plus d'obligations, surtout qu'on serait capable de le faire. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, il doit y avoir des industries qui n'y ont pas intérêt, mais de croire que tout le monde va y gagner dans cette transition en continuant le modèle d'affaires d'avant, ça c'est sûr que non. Certains vendeurs de matériaux, par exemple. Mais je pense que si on avait une régulation plus forte, avec des obligations de rénovation, par exemple, on y arrive là.
les obligations de rénovation, on en parle depuis le Grenelle de l'environnement. Il y a certains dans cette salle qui étaient à peine nés, hein, le Grenelle. Et donc maintenant, on dit voilà, à partir de 2028, si tu n'as pas rénové, on sera passé du 2008 à 2028. On a perdu 20 ans. Hein, 20 ans, alors que les gens qui vendent un bien immobilier, franchement, de dire voilà, rénover un bien immobilier, c'est entre 20 et 30 000 euros pour le rénover, pour avoir un étiquetage B ou A. Ben moi, ça ne me choquerait pas, alors qu'on est à la veille de la fin du monde, que quand tu vends un bien immobilier, il faut le vendre en étiquetage B, et puis c'est tout. Hein, le législateur l'a fait pour les voitures il y a quelques années, où c'est interdit de vendre une voiture qui n'est pas passée au contrôle technique. Alors c'est vrai, financièrement, ce n'est pas tout à fait le même levier, mais tout le monde l'a accepté. Si on avait eu des politiques avec coucougnette, c'est un peu machiste ce que je viens de dire, mais on aurait dû prendre des mesures coercitives plus importantes pour accélérer un certain nombre de prises de décision. Et je peux vous en donner une liste comme ça. Bon, c'est ça qui nous manque aujourd'hui pour aller beaucoup plus vite, parce que c'est plus tellement les clients qui aujourd'hui freinent, c'est certainement plus les collaborateurs une fois qu'ils ont compris, parce que les collaborateurs, franchement, il faut quand même être un peu idiot pour pas comprendre tout ça. Quand ils font la fresque, on en a vu pleurer à la fin de la fresque. Pleurer. C'est quand même grave. Donc maintenant, ce n'est pas les collaborateurs qui bloquent, ce n'est pas les clients, c'est la régulation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Merci beaucoup. Non, bonjour. Bonjour. J'avais une question plus sur l'international. En fait, vous avez parlé beaucoup de plus en plus de partenariats avec l'écosystème, avec d'autres entreprises. Et là, les exemples étaient beaucoup français, donc savoir comment ça se travaille. Est-ce que vous avez des échanges au-delà seulement des filières? Et voilà. Je reformule la question parce que tout le monde n'a pas entendu. On a beaucoup parlé de cas français, mais sur ces élans de coopération, de création d'écosystèmes, qu'est-ce que vous observez déjà à l'échelle internationale? Je pense que la question est ouverte pour chacun de vous. Frédéric, peut-être? Oui. Je peux donner un regard d'externe sur ce que je vois dans beaucoup d'entreprises. Donc la question est excellente parce qu'il faut quand même être conscient qu'on vit dans un pays qui est relativement en avance dans la conscience populaire sur ces sujets. Donc malheureusement, il faut prendre ça en considération parce que souvent on est déçu de voir le niveau de connaissance dans ce pays. Je vous assure que dès que vous passez les frontières, c'est largement pire. Et culturellement, il peut y avoir des freins plus importants. Je prends un exemple, c'est les États-Unis. Culturellement, c'est très très compliqué de sortir du discours technologique dès que vous mettez le pied sur le sol américain. C'est une des raisons pour lesquelles la fresque, elle n'a pas une vocation à être française, elle a une vocation à être internationale, universelle, mais qu'on veut que ce soit des acteurs locaux qui déploient et qui s'approprient l'outil de la fresque avec ce que ça engage culturellement pour un endroit local. Donc une autre entreprise qui déploie tous ses employés, la manière dont elle a fait, elle a commencé par identifier des acteurs locaux donc qui parlent la langue et qui sont intégrés dessus, qui vivent d'abord l'atelier et qui se disent « Ok, avec ma population, évidemment on ne change pas les cartes, mais quand je vais aller dans la partie débat, voilà les éléments que je vais pouvoir et je vais devoir les apporter. » Et c'est vraiment un point essentiel à l'international. Nous, on est dans, je sais pas, 70 ou 80 pays. Donc c'est vrai que la France, on a un niveau de conscience qui est pas mal. La Suisse aussi, l'Angleterre aussi, maintenant les pays nord-européens aussi. Donc on n'est quand même pas tout à fait les seuls. Ça commence à monter très très fort au Japon. Il était temps pour eux, quand on voit leur modèle constructif. C'est clair que la prise de conscience, elle est en train d'émerger à peu près partout sur la planète. Mais ça va clairement pas assez vite, quoi. C'est juste un problème d'ampleur de ce qu'il y a à faire par rapport au temps qui nous reste. Donc il y a un vrai vecteur d'accélération qu'il faut pouvoir mettre en place. Mais je partage le point de vue de Frédéric sur le fait qu'en France, on a un niveau de conscientisation de ces sujets qui est un petit peu plus élevé. Mais il y a beaucoup d'initiatives locales, y compris aux États-Unis, qui donnent de l'espoir. Parce que les États-Unis, c'est vraiment une terre de contraste entre ce qui se passe dans certains États et d'autres. C'est vrai qu'ils ont eu un prisme technosolutionnisme que nous, on essaye d'éviter maintenant parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la technologie qui va arriver. Ce sont les modèles d'affaires serviciels. Mais malgré tout, on aura quand même besoin, à la marge, aussi d'un petit peu de technologie. Karine ou Hélène, est-ce que vous avez des éléments en complément sur cette question avant peut-être d'en prendre une dernière et de vous remercier pour aujourd'hui?
Effectivement, comme disait Frédéric, nous on a vraiment voulu partir du local effectivement pour s'assurer qu'on comprenait bien les enjeux. C'est vrai qu'à l'inverse, dans des pays type Amérique latine, ils ressentent sérieusement le changement climatique tous les jours. Donc du coup, ils ont une conscience plus forte sur certains aspects physiques, mais effectivement l'aspect ou réglementaire ou transition est plus difficile à appréhender. Après, nous, on reste une entreprise très française aussi, donc de toute façon, notre nerf de la guerre, nos salariés, on en a 130 000 en France. Donc c'est vrai qu'on a quand même voulu focuser beaucoup d'abord sur la France. Et après, sur les coalitions d'acteurs, alors il y a une espèce de, on le dit de temps en temps, et Fabrice doit l'entendre, la coalition fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi beaucoup de coalitions d'acteurs qui font beaucoup de promesses et sur lesquelles on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas mesurer les impacts. Donc je pense qu'il faut être prudent aussi, c'est-à-dire c'est important d'être ensemble. On ne peut pas solutionner tout seul, mais cette multiplicité qu'il y a eu depuis les accords de Paris, de toutes ces coalitions qui vont être net zéro tout de suite, demain, après-demain, au bout d'un moment, je pense que les gens ne croient plus en fait, et donc ça décrédibilise le message de départ. Petite info, on va créer au C3D, exactement, parce que je partage complètement le point de vue de Karine là-dessus, on va créer au C3D l'année prochaine le prix de l'impact. Parce que là, les entreprises qui s'engagent à 2030, 2050, je serai neutre en carbone, bon, tous les mecs qui décident ça, ils seront plus là depuis longtemps. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Souvent, franchement, je suis très très sceptique sur ces engagements-là. Par contre, nous, on va récompenser dans l'année l'entreprise qui aura démontré qu'elle aura le plus d'impact. C'est-à-dire en termes de diminution directe de leurs émissions de gaz à effet de serre sur les scopes directs et indirects. Et surtout indirects. On va donc récompenser et on va le faire savoir. Et puis deuxièmement, on va récompenser les managers, hommes et femmes, qui vont être les plus courageux pour inspirer ce type de transformation. C'est vraiment les managers de la transformation, de la transition. Donc il faut les célébrer, ces gens-là, et essayer de comprendre ce qui dans leur tête s'est passé pour qu'ils aient ce courage de dire la vérité. Parce qu'il faut être courageux pour dire la vérité. Et donc on va célébrer ça. Parce que moi, personnellement, en tant que président du C3D, je commence à en avoir assez en fait, de voir toutes ces entreprises et cette espèce de surenchère qu'il y a en ce moment. Moi, je préfère moins 55% qu'en 2030, moins 60% en 2050. J'ai envie de mon coco, mais l'année prochaine, tu vas faire combien? Dis-moi combien tu vas faire l'année prochaine. Ah ben ça, je sais pas. Ben, mais c'est l'année prochaine qu'il faut le faire. Merci beaucoup. Je joue avec la montre, mais je prends une dernière question. Je pense qu'il y a mademoiselle au fond. Et je vous invite, j'encourage nos intervenants à peut-être rester avec nous hors scène 10-15 minutes pour échanger avec ceux qui le souhaiteraient s'ils en ont le temps. Bonjour et merci beaucoup pour la conférence. Donc c'est une question, encore une fois, un peu pour Fabrice qui a évoqué le sujet, mais pour tout le monde à répondre. Là, vous reparlez encore une fois du prix. Et tout à l'heure, vous avez parlé de changer le système de valeurs. Et donc, comment on va faire ? Est-ce qu'il faut encore chiffrer ces choses-là, ou est-ce que c'est un peu un prix du public, un peu un prix coup de cœur ? Comment on mesure ? Est-ce qu'il faut mesurer ? Est-ce qu'il faut chiffrer ça ? Est-ce qu'il faut mettre un prix dessus ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va partir un peu aussi, peut-être, bon, c'est un peu naïf, mais des sentiments, ou on sent que c'est la bonne voie, on veut aller là ensemble, voilà, ou est-ce qu'il faut encore une fois montrer un chiffre aux entreprises pour dire... voilà, c'est mathématique, c'est scientifique, c'est comme ça qu'il faut aller. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez pour changer ce système de valeurs ? Les entreprises qui vont durer sont les entreprises qui vont pouvoir reporter, pas simplement sur leur capacité à maintenir leur capital financier, je vous l'ai dit, mais sur leur capital naturel et capital humain. Donc il faut inventer des nouveaux KPI, en fait, tout simplement. Et pour l'instant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça, il y a tout à créer. Il faut mettre en place ce nouveau système de la comptabilité des entreprises le plus vite possible pour mettre au passif du bilan tout ce que l'entreprise doit mettre en place dans ses dotations pour amortissement, pour faire en sorte que son capital naturel de demain soit préservé. Et c'est clair que si demain les entreprises commencent à compter la valeur de cette manière-là, ce n'est pas forcément celles qui en gagnent le plus aujourd'hui qui vont gagner le plus demain. Parce que le grand paradoxe, c'est ceux qui polluent le plus aujourd'hui qui gagnent le plus d'argent. Ce qui est quand même un peu un paradoxe. Donc,
il est clair qu'il est urgent, donc parmi tous les chantiers urgents à mettre en place, de changer le système de mesure de la valeur. Et ça, c'est vraiment le chantier des 10 ans qui viennent pour la sphère financière, en fait. Parce que c'est les financiers qui sont les plus armés pour mettre en place ce système de nouvelle comptabilité. Parce qu'ils ont le savoir-faire pour ça. Il faut juste qu'ils comprennent pourquoi. Frédéric, et on prendra la dernière question qu'il y avait sur la droite de la salle, parce que je crois que tu avais des éléments à proposer de réponse également. La question, elle est délicate, évidemment, et pour prolonger ce que dit Fabrice, les décideurs ont des cadres de pensée. Et qu'on le veuille ou non, il va falloir jouer avec ces cadres de pensée. Donc, un décideur, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui on a fourni une liste d'indicateurs et on lui dit merci d'optimiser ces indicateurs dans une période de temps qui est souvent d'ailleurs très courte. Et donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est de lui dire on va te changer ces indicateurs, mais tu vas continuer à les optimiser dans une période de temps qui va être peut-être même encore plus courte que celle dont tu as l'habitude parce qu'il y a une urgence. Donc, je pense que l'enjeu, effectivement, il va être autour de cette transformation. Comment on va le faire? Ça va beaucoup dépendre d'une entreprise à l'autre. Mais il y a quelque chose qui, en tout cas, je trouve, a radicalement changé depuis quelques mois. Ça s'appelle le Covid. Parce que le Covid, c'est quelque chose, en tout cas moi, dans les conversations que je peux avoir, qui illustre que quand on dit « oui, il y a un risque », les gens disent « ouais, non mais je sais, il y a un risque ». Non, parce que le Covid, il a montré, quand on évalue un risque sans faire une analyse par scénario, ça veut dire qu'on ne fait pas son travail d'analyse du risque. Et donc sur le sujet du climat, ce qui est sympa avec le climat, c'est un truc qui s'appelle le CO2 qu'on arrive à peu près à compter et on peut faire une analyse d'un scénario, on peut faire des projections et les gens qui gèrent le risque, ils savent faire ça et on peut leur dire, ok, vous savez, montrez-moi vos plans de scénario sur un scénario qui est par exemple un prix du carbone qui va radicalement changer dans les 10 prochaines années pour les raisons qu'on évoquait avant. C'est quoi votre scénario? Et là, les modèles d'affaires, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route sur un prix du carbone qui sera à 200, 400 ou 500 $ la tonne. Et ça nous aide beaucoup. Et juste pour donner dans la tête des gens la prise de conscience que les indicateurs d'aujourd'hui ne sont juste pas les bons dans un scénario qui évolue. Ouais, cette question des indicateurs, on la retrouve dans tous les domaines. Oui, Hélène? Oui, si je peux juste rajouter 2 éléments, parce qu'en fait, il y a énormément de recherches aussi sur la gouvernance démocratique en fait, des entreprises, donc par rapport à ce changement de système de valeurs. Effectivement, à partir du moment où on ouvre l'entreprise donc pour entrer réellement dans une gouvernance partagée avec plusieurs parties prenantes, on croise différentes perspectives, du coup, on les sort justement de leur système de valeurs actuel. Donc voilà, et là, effectivement, il y a peut-être des cadres réglementaires qui peuvent être développés pour ça. Et après, il y a un deuxième levier d'action, c'est tout ce qui est le récit, l'imaginaire. Donc on revient à cette vision alternative. Et là, c'est absolument indispensable d'avoir des nouveaux éléments de langage qui sont ancrés dans des KPIs, qui sont ancrés dans des éléments de mesure tangibles aussi pour les entreprises. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Hélène là. Je pense que je vais me battre pour ça, moi. C'est l'un de mes prochains combats, c'est de mettre dans les conseils d'administration, à commencer par le nôtre, si j'y arrive, à mettre des scientifiques. Il faut qu'on mette des scientifiques dans les conseils d'administration. Ouais, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est consanguin. Voilà, ils pensent tous pareil, ils ont tous fait la même école. C'est dramatique. Donc, mettons des scientifiques et qui vont remettre le sujet des limites planétaires. Quoi. Parce que donne-moi ton modèle économique, je vais te dire qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux limites planétaires. Et là, ça va faire drôle. Et je suis complètement d'accord avec vous. Oui, c'est vrai qu'on trouve maintenant de plus en plus, mais pas assez, les chercheurs, les scientifiques dans les conférences, les tables rondes, les universités, mais pas encore assez dans les instances décisionnaires. Karine, je vous en prie, et puis on prendra la dernière. Je pense que la gouvernance, ça bouge quand même. C'est-à-dire qu'on voit, nous, on a nommé un référent climat, par exemple, et donc la notion de responsabilité des administrateurs va quand même un peu rattraper en partie les sujets, c'est-à-dire qu'ils auront plus peur quand même de ne pas regarder les sujets qu'aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est quand même un point positif à venir. Et puis je suis d'accord avec Hélène sur les parties prenantes. Donc on a renouvelé notre conseil de parties prenantes et c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui pensent pas du tout comme nous, poil à gratter. Et typiquement chez nous, la première chose qu'ils ont dit, c'est marrant, sobriété, on le voit jamais dans votre discours en fait. Il est où le mot sobriété? Donc voilà, donc c'est des choses, on a l'impression que nous on en parle et etc. Et en fait ça n'existe pas vraiment dans le discours, en tout cas qui est perçu à l'externe. Et donc ça nous permet vraiment de nous remettre en question. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on a une réponse assez complète avec différents points de vue. Et le temps court, mais prenons la dernière question. Merci à tous. Oui, vous avez répondu en partie. Donc du coup, une autre question peut-être. Vous avez parlé tout à l'heure de la concurrence, en fait, qui était pour faire de l'argent demain, il faut peut-être continuer d'être le meilleur.
Et c'est aussi beaucoup d'énergie d'être en concurrence, beaucoup d'énergie gaspillée à faire la même chose dans 2 endroits différents sans se parler, en se cachant. Quelle est la place qu'on peut donner au commun ? Les communs, la notion des communs, l'espace, l'air, l'eau. Ou de travailler en commun, si vous pouvez préciser. Oui, c'est-à-dire effectivement de travailler en collaboration et pas en compétition, et du coup de former un commun quelque part. Si on a 2 acteurs qui travaillent ensemble pour produire quelque chose, c'est le faire en commun. Si je peux dire une chose, à titre personnel, je vous invite à rejoindre les groupes de travail Convergence, qui sont justement, après effectivement faire attention aux multiplications, mais qui ont justement vocation à encourager les acteurs à développer leurs actions, leurs activités en complémentarité, plutôt qu'en silo. Donc c'est un langage avec lequel on est familier et qu'on entend maintenant depuis 15 ans, mais on ne sait toujours pas exactement comment faire. Et il y a maintenant vraiment des méthodologies et des langages à adopter pour y parvenir. Mais je vous laisse rebondir. Ouais, encore une fois, excellente question. Juste donner une réponse personnelle qui engage que moi, en prenant appui sur ce que c'est l'assaut là qui nous renie aujourd'hui, ça s'appelle la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un commun qui est l'outil. Et après, c'est plein d'individualités qui ont le droit et le devoir d'utiliser cet outil comme ils veulent, autant qu'ils veulent, pour le diffuser le plus possible. Ce qui veut dire qu'il y a des professionnels qui utilisent en concurrence l'outil pour faire la même chose. Et je fais partie de ceux qui pensent que c'est une bonne chose, parce qu'il y a 3 personnes qui vont taper à la même porte de 3 manières différentes, et il y en a un des 3 qui va y arriver. Si je reviens sur le sujet de la réglementation, avec un message qui dit c'est vrai que la réglementation, on voit bien qu'elle est en arrière, mais c'est normal, puisque M. Jancovici nous disait, on n'est pas étonné, que les politiques sont bien en retard sur la connaissance de ces sujets. Alors comment vous voulez que la réglementation soit au rendez-vous quand déjà la connaissance politique n'est pas là ? Et donc, un des communs possibles, c'est que les industriels d'une même filière, au bout d'un moment, se mettent autour de la table en se disant on est d'accord que s'il y en a un qui met le pied le premier, il va perdre, mais si tous ensemble, on va voir le politique en disant on veut une réglementation et voilà la réglementation qu'on voit, il n'y a pas de raison qu'elle n'y aille pas. Le meilleur exemple, c'est le prix du carbone où tous les pétroliers sont d'accord pour une taxe carbone. Ils sont tous d'accord. Elle s'applique de la même manière pour tout le monde. Alors évidemment, quand ils disent ça, ils ne font rien pour qu'elle avance. Mais s'il y a un consortium d'entreprises, des gros d'une même industrie qui se mettent d'accord, je suis absolument convaincu que ça va avancer très très vite. Et même, je dirais même plus, je pense que c'est la seule manière que ça avance. Merci à tous. Je pense qu'on peut retenir plusieurs messages de cette table ronde. L'urgence, le besoin de déconstruire ou en tout cas de changer un peu les cadres de la pensée économique et surtout de dialoguer, de mobiliser les collaborateurs, d'enfoncer les portes et pas toujours celles auxquelles on penserait de manière les plus instinctives et vraiment de se fédérer autour de ces enjeux. Hélène, Frédéric, Karine, Fabrice, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Je pense que vous avez partagé énormément de choses. Ça a été très, à la fois alarmant mais inspirant. Donc, à très vite pour la poursuite des travaux. Je vous rends la parole rapidement s'il y a un dernier message ou des annonces que vous souhaiteriez partager. Je pense qu'on peut prendre une seconde pour le faire avant de remercier l'audience. Moi, je veux remercier tous les animateurs de la fresque chez EDF parce que c'est les vrais héros en fait pour moi du groupe aujourd'hui parce que c'est eux qui sont vraiment la force de déploiement. Donc, je voudrais les remercier pour leur engagement. Bravo à eux. Moi, je voudrais remercier Cédric Riembach parce que je voudrais qu'il soit prix Nobel de la paix l'année prochaine. C'est beau. La candidature est prise. De la même manière, moi je suis absolument admiratif de tous les fresqueurs qui partout engagent leur énergie dans cet enjeu et juste envie de dire à tous ceux qui sont dans une entreprise et qui vivent la dissonance cognitive, c'est si tout le monde, tous ceux qui ont compris le problème quittent les entreprises, on va n'y laisser que ceux qui n'ont rien compris. Et c'est pas un bon scénario, effectivement. Merci Frédéric. Oui, alors moi j'aimerais bien aussi me joindre aux remerciements, bien sûr. Donc merci à Cédric, merci à la fresque du climat, parce que c'est vraiment une très très belle aventure humaine et intellectuelle aussi, effectivement, de voir un peu ce challenge commun, effectivement, qui s'applique à tous. On est tous égaux face aux enjeux du changement climatique. Il n'y a pas de différence de classe, d'intellectuels, etc. Donc c'est une vraie belle aventure humaine avant tout, qui est écrite par chaque individu ici. Donc merci à tous.
Et un remerciement supplémentaire donc, à chacun de vous et à chacune d'entre vous présentes ici aujourd'hui. On vous encourage à vous engager, suivre les travaux de chacune des personnes présentes ici et de la fresque évidemment. Et bon après-midi à tous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Je profite que vous soyez encore là parce que la transition est trop parfaite. Juste après, à 18h15, on a la dernière conférence table ronde de la journée qui va se dérouler. On va retourner justement sur ce commun qui est la fresque du climat et voir comment, depuis cette étoile, on a des multiples pistes d'engagement qui partent dans tous les sens à travers les projets de l'association, dans les entreprises, auprès de l'enseignement supérieur, des élus locaux. Donc si vous savez déjà comment agir,